La Lozère, terre rurale, pays de l'homme chasseur. Une terre rude où les rites ancestraux et la vie d'aujourd'hui s'entrechoquent. Comment cette terre hors du temps a-t-elle su garder son authenticité? Comment la chasse est-elle restée une activité sociale essentielle? Comment alors les hommes à la tête des institutions cynégétiques ont-ils réussi à faire évoluer ce chasseur terrien? Un chasseur qui a vu son monde transformé en moins de 2 décennies. Et le voilà dans la cabane arrière. Et en principe, il ne devrait pas avoir de soucis si tout le monde est prudent. On a préparé un petit Cette évolution des choses, j'ai voulu la sentir en allant à la rencontre de quelques acteurs de cette terre de chasse. Jackie Julian est de ceux-là. Il tient l'une des plus belles chasses du pays, au cœur des vallons cévenols, au cœur du pays du cochon. C'est ici que les gens du cru aiment à se réunir pour ces dimanches de chasse, ces dimanches ordinaires. Bon. Allez, on est parti. Voilà, alors moi je dirige cette équipe, ça fait déjà quelques années. Ça fait une trentaine d'années. Et j'ai réussi à garder tout ce noyau de chasse là. On a chassé sur 2 communes. Et pour le moment, on n'a qu'une équipe sur les 2 communes. Mes premiers permis, chasser le lièvre. Et puis tout doucement, le lièvre a disparu, le biotope a changé, le terrain s'est boisé. Du fait qu'il n'y avait plus d'élevage de moutons dans le coin, l'espace s'est refermé, s'est embroussaillé. Et ça a favorisé l'implantation des sangliers. Moi, ce qui me plaît le plus dans la chasse, c'est surtout la liberté qu'on a, sur toutes ces régions, la liberté qu'on a, et les chiens, la convivialité, les amis, l'équipe, tout ça, quoi. Ça fait partie d'un ensemble qui pour moi est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime beaucoup. Bon, je vais sonner le début de battue. J'ai longtemps abattu, oui, j'ai longtemps chassé avec des chiens, oui. Maintenant, depuis quelques années, j'y vais un peu moins. Cause que j'ai des jambes qui sont moins solides et moins bonnes. Mais sinon, j'ai toujours abattu, oui. J'ai toujours abattu. Ma passion, c'était la chasse avec des chiens, oui. Oui, oui. Et s'il n'y a pas un morceau de terrain que je ne connaisse pas, où je n'ai pas mis mes pieds là, dans tous ces trous.
Tout a changé, tout s'est bouleversé. Aujourd'hui, c'est le temps des abondances, de l'abondance du gros gibier. Et ce sont des gens d'ailleurs qui ont impulsé ce renouveau. Au départ, les hommes du Parc national des Cévennes, créé en 1970, n'étaient pas les bienvenus. La fédération a imposé la pratique de la chasse au sein même du parc. Très vite, les animaux trouvent un biotope parfait pour croître dans des proportions exceptionnelles. André Giscard, président de la Fédération de chasse de Lozère, nous raconte cette épopée. On est parti de seulement le point de référence, c'est le point ici en Cévennes, c'est 90, où les tableaux étaient limités. Les chasseurs s'étaient imposés un prélèvement de 300 sangliers par jour. On est passé de 300 sangliers à 7000 sangliers en Lozère, dont à peu près 80% sont prélevés ici dans les vallées françaises et les vallées cévenoles, donc toutes les Cévennes. C'est vrai que c'est le paradis du sanglier, quoi. Ils ont, comme je dis toujours, ils ont le gîte et le couvert. Ils ont la châtaigneraie cévenole pour la nourriture, et puis les glandés, et puis ces vallées très encaissées qui leur servent de refuge. C'est un biotope parfait, parfait. Et il s'est très vite adapté, démultiplié, malgré la pression de la chasse, malgré les chasseurs qui connaissent parfaitement, qui se sont équipés aussi, avec des chiens, avec des moyens vraiment adaptés pour la chasse du sanglier, quoi. Et puis c'est des courageux ici. Donc ils n'ont pas peur de descendre dans les trous, faire le pied, aller traquer. Voilà. Ici c'est pas tant le problème, c'est pas tant le problème de tuer du sanglier. Le problème c'est de le remonter, de le récupérer. Parce que je ne sais pas si vous voyez la déclivité du terrain et la topographie des lieux ici fait que quand ça tombe, quoi, vaut mieux que ça tombe près d'une tchara, comme on dit chez nous. Une tchara, c'est un chemin forestier, quoi, d'exploitation. Voilà. Avant c'était essentiellement le petit gibier, quelques sangliers, mais dans des tableaux tout à fait, c'est-à-dire 2-3 sangliers ou 7-8 sangliers par saison. C'était un événement, quoi. Mais en 20 ans, la chasse a complètement basculé sur les ongulés, quoi, grand gibier, c'est-à-dire cerfs, biches, et chevreuils et sangliers. La Lozère actuellement, l'an dernier, au plan de chasse, il y avait à peu près, approximativement, 4000 chevreuils, il y avait à peu près 800 cerfs, et 7000 sangliers au plan de chasse, au tableau de chasse 2005. Tire. Ah, j'ai pu. Il est arrêté, Il n'a pas morflé? Non, rien du tout. Tire, il est en travers là. Il est juste derrière le but, tu peux le tirer dans le but. Ça y est, tu l'as vu, bravo. Et ben voilà. Merci à la foule. Tu mets où? Il faudra déplacer. Ah oui, il est beau. Il est beau. Le grand gibier n'est pas venu par hasard. Il y a eu l'effort du Parc national des Cévennes, qui a été quand même la structure ici un peu centrale. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a eu pas mal de résistance par rapport au parc. Mais c'est vrai qu'ils ont introduit un modèle de gestion cynégétique, qu'ils ont délégué d'ailleurs à une association cynégétique qui est remarquable, quoi, je veux dire. Et donc le parc, c'est 90 000 hectares, c'est 9 secteurs de chasse, c'est des zones interdites à la chasse, où le gibier, effectivement, parce c'est des zones refuge, en fait. Voilà. Donc, ce qui explique aussi un peu la croissance un peu exponentielle du grand gibier ici en Cévennes. Le parc se crée en 1970, à l'automne 70, avec une vocation quand même très particulière, un parc habité, avec des populations humaines en zone centrale, se fondant sur une notion un peu nouvelle de parc à la fois naturel mais aussi culturel, et avec une implication très forte dans le domaine des activités humaines, puisque les activités forestières et agricoles se pratiquent librement dans le parc, mais aussi avec, je dirais, une condition sine qua non dans la création du parc, l'existence de la chasse sur le parc. Il y a eu plusieurs opérations de réintroduction
qui ont été menées à partir donc en gros un peu plus d'une dizaine, 114 animaux qui ont des provenances diverses, soit de Chambord, c'était en général en France, partout on lâchait des animaux parce que Chambord est une pépinière de cerfs, mais aussi, dès le début du programme d'aménagement, on a souhaité faire venir des animaux d'autres souches, notamment des souches hongroises ou autrichiennes, et avec un mélange aussi de cerfs venant de Sainte-Lucie, donc avec du sang un peu anglais. On a réintroduit donc ces animaux-là essentiellement entre les années 75, 76 et 82. Donc en gros une centaine d'animaux sur 3 massifs différents. Et là les animaux ont trouvé un biotope qui leur était extrêmement favorable. Et ça on ne pensait pas qu'il était à ce point-là. Et qui se caractérisait par, je dirais, d'une part une forêt riche en fruits. Ce qu'on appelle en fruits forestiers, c'est-à-dire essentiellement le châtaignier, comme on l'a autour de nous, le chêne et le hêtre qui font des glands, qui font des faînes, qui font des châtaignes, qui produisent une nourriture très intéressante à l'automne et qui font que les animaux ont en général une très bonne condition physique avant de passer l'hiver. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup d'animaux qui résisteront à l'hiver et que d'autre part le taux de reproduction en sera amélioré. Donc deux conditions qui vont faire que le développement des populations va pouvoir être accru. On a des femelles qui dépassent les 140, voire même les 150 kilos, des biches j'entends, des mâles qui atteignent les 300 kilos, des animaux qui dès l'automne ont des poids de 80 à 100 kilos, donc une extraordinaire condition physique qui fait que du coup l'accroissement des populations est plus important. Une action qui a vraiment été exemplaire, c'est la création de notre GIC des Grands Bois de la Truyère, la réintroduction du cerf en margeride. Alors ça a été une opération, ça a été une opération vraiment dont je suis fier. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait le constat que le sud de la Lozère était bien peuplé, en fait. Les populations de cerfs étaient augmentées, mais que le nord, Lozère, était totalement déserté. Donc on a voulu, au centre du département, on a voulu lancer cette opération des Grands Bois de la Truyère. Alors ça a été fabuleux. Donc nous avons l'enclos qui est dessiné ici, qui est tout à fait en face de vous. L'opération, nous sommes là actuellement, nous sommes ici, Vintajol. Les gars des sociétés, 200 chasseurs, des secteurs, des 10 communes concernées sont venus reprendre les cerfs dans l'enclos de Vintajol, du parc national des Cévennes. Oui, Claude, je t'écoute. Bon, pour vous donner un peu de courage, je viens de rentrer 3 biches et un dinde dans l'enclos. Hein. Voilà. Là, je suis contre la grille, et je ne vois pas les autres, ils se mettent au même, parce que là, je ne vois personne. Je vois que tu disais le type sur 50 qui sont des moi. Hein. Oui, bon, toi, tu ne bouges plus, tu t'alignes vers le bas, je te fais arriver la traque. Hein. Ne bouge plus. On a fait ça en collaboration avec l'ONF. Et donc on a repris ces cerfs de l'enclos de Vintajol et on les a lâchés. On a fait un premier lâcher. Et on a conforté ce premier lâcher par un lâcher de cerfs et biches, surtout des biches, je pense, qui venaient de Chambord, qui avaient été reprises à Chambord. Bon, voilà quoi. Donc on est parti. Alors ça a été, je crois que sur le plan, alors au niveau de réintroduction d'une espèce, il y a eu ça, quoi. Cette réintroduction et cette création de cette structure de GIC, des Grands Bois de la Truyère. Ça, j'en suis particulièrement fier. Jean-Luc Malavielle a participé à cette réintroduction margeride. Il nous emmène à la rencontre des cerfs dans le Grand Bois de la Truyère et nous raconte cette expérience exceptionnelle. Après le lâcher, nous avions donc décidé, comme il se fait souvent lors de lâcher, de tirer les animaux 5 ans après le lâcher. Et en fait, nous avons commencé à tirer au bout de 3 ans, puisqu'il y avait un peu de pression au niveau des agriculteurs,
car les animaux, au départ, étaient habitués à un parc, donc ne connaissaient pas les autres animaux. Et ils se regroupaient en plus, souvent aux mêmes endroits. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes au départ. Et puis, petit à petit, les animaux se sont habitués les uns aux autres, et maintenant, nous ne connaissons pas de problème par rapport aux animaux domestiques. Ce qui est déjà une très très bonne chose. Et donc, le nombre d'animaux a continué à augmenter petit à petit. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'on a dans les 80 animaux environ sur la zone qui fait 16 000 hectares, les 5 communes réunies du GIC. Une telle quantité de grand gibier oblige les chasseurs à protéger les espaces cultivés. La nouvelle préoccupation des techniciens de la Fédération, c'est la protection des exploitations agricoles dans un département où les agriculteurs travaillent au milieu de l'espace de chasse. Bernard Bergogne, technicien de la Fédération, s'emploie avec les cultivateurs à préserver leur production. C'est les agriculteurs qui entretiennent la clôture, cette clôture. Nous avons, nous, la Fédération, fourni le matériel, participé à la pause avec les agriculteurs et les chasseurs. Et par la même occasion, dans la convention, il est prévu qu'ils entretiennent la clôture. Débroussaillage, ça veut dire débroussaillage sous le premier fil pour éviter qu'il y ait des problèmes de tension dans le fil. Bon, mais là, cette clôture, ça va faire, c'est année 2003, ça va faire 3 ans qu'elle est mise en place. Et cette clôture a été mise en place parce qu'on avait de gros problèmes de dégâts de sanglier sur cette partie du COS, qu'on est sur le COS du Méjean. C'est terrain labourable, hein, c'est des prairies. Donc nous avions de gros dégâts, des outils de sanglier qui étaient chaque année répétitifs. Donc les agriculteurs du secteur ont demandé à la Fédération de faire quelque chose. La Fédération, nous sommes venus voir qu'est-ce qu'il y avait lieu de pouvoir faire sur cette partie du COS, puisque cela représentait pas mal de des dossiers qui étaient chaque année donnés à la Fédération pour payer, quoi. Alors on a essayé de mettre cette clôture en place en collaboration avec les agriculteurs, bon, tous les agriculteurs du secteur, surtout les chasseurs qui ont voulu participer, qui sont venus avec nous. Le service technique, nous avons été là pour apporter notre aide, nos conseils, et qui pour nous semble très important que cela se fasse comme ça, parce que ça fait voir aux agriculteurs que les chasseurs pratiquent plus que la chasse. Ils se rendent compte que les agriculteurs ont des dégâts avec les sangliers, donc ils sont là présents et ça crée un climat de confiance. Comme vous voyez aujourd'hui, ils sont là, ils sont venus avec nous, il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout, c'est vraiment, ça se passe très bien. Et c'est ce que nous, à la Fédération, nous, hommes de terrain, qu'on essaie de conserver. Et comme vous pouvez voir, ici, pour empêcher la pénétration du sanglier dans la parcelle, nous mettons un fil câblacier à 20 cm du sol. C'est-à-dire qu'avec son boutoir, quand le sanglier arrive, c'est la partie la moins, où c'est que les soies sont moins épaisses, et la bourre va ressentir la douleur de la tension. Donc il va reculer. Si nous le mettons trop haut, il va avoir la tension sur le dos, donc il va pénétrer. Mais très important, le fil à 20 cm pour les sangliers. Pour maintenir le gibier éloigné des cultures, l'action de la Fédération ne s'arrête pas là. Elle a mis en place des champs cultivés destinés au gibier. Christophe Rietor nous explique leurs principes. Ici, on se trouve sur le Mont Aigual, au sud-est du département de la Lozère, à l'intérieur d'une chasse aménagée du Parc national des Cévennes, au sein d'un grand groupement d'intérêt cynégétique. La parcelle qui nous concerne, c'est une culture à gibier.
Donc une zone de défriche qui a été entreprise par les agriculteurs locaux en concertation avec les chasseurs par rapport à cette implantation. Et la superficie de cette zone, en l'occurrence, c'est un demi-hectare. Alors, l'objectif essentiel dans un territoire comme celui-ci, pour essayer de diversifier les espèces et puis d'améliorer en fait le statut des espèces petits gibiers, en l'occurrence perdrix et lièvres, on incite les agriculteurs locaux à défricher et d'implanter des cultures à gibier. C'est en fait des zones tampons, où le temps que passent les grands animaux sur ces zones-là, ils ne les passent pas à faire des dégâts sur les zones agricoles. Et donc nous, ça nous décharge une certaine indemnisation. Et ça, bien sûr, ça favorise l'implantation et la présence du grand gibier, notamment vis-à-vis des agriculteurs qui les supportent mieux, en fait. Bonjour. Ça va? Alors, ça va, Jackie? Oui, ça va, merci. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de dégâts en bas depuis que ces cultures ont été approfondies et ça sert aussi pour le petit gibier. Les graines qui vont sortir, c'est très bon pour le lièvre et même les perdrix quand les graines auront germé. Et bon, on est content qu'il y ait beaucoup moins de dégâts en bas dans les prairies. Et voilà, notre but c'est d'attirer les sangliers le plus possible en altitude et pour qu'il y ait beaucoup moins de dégâts dans les vallées. Avant le développement du grand gibier, la Lozère comptait surtout du petit gibier, chassé en famille. On chasse encore le lièvre, la perdrix, le lapin, la bécasse, le faisan, la grive. Aujourd'hui, cette chasse s'exerce encore dans quelques milieux isolés du département. Alain Rietor aime particulièrement ces dimanches où il retrouve ses amis pour chasser le lièvre au chien courant sur ce plateau de l'Aubrac, battu par les vents glacés. Il y avait beaucoup de petites propriétés. Il y avait plein de cultures, des petits champs à droite à gauche. Chaque agriculteur faisait ça. Donc ça maintenait les perdrix, les cailles. Mais là, la nouvelle politique agricole, la mécanisation, tout ça, toutes ces petites propriétés ont disparu. Donc la culture a entièrement disparu. Donc le lièvre, c'est le seul gibier qui se maintient. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont levé. Mais a priori, c'est loin devant. Ça se trouve, c'est un lièvre qui s'est levé quand on est arrivé, ça. Le renard était plus bas. Ah, il cherche, mais ça ne va pas faire. C'est pas la joie aujourd'hui. Non, je chasse pas comme autrefois, parce qu'autrefois, ils chassaient, chacun chassait avec son chien courant, même les chiens à vache, ils faisaient les lièvres. Maintenant, ils chassent le dimanche en équipe, pour le plaisir, quoi. C'est plus une chasse comme avant. De toute façon, on chasse pour le plaisir des chiens, pour le plaisir de passer une journée entre copains, quoi. Le principal, c'est pas de tuer, le principal, c'est de passer une bonne journée. Pratiquement, pour les gens d'ici, c'est la seule distraction qu'ils ont. L'automne, ils vont à la chasse. Après, le reste du temps, ils travaillent. Et sinon, au niveau d'autres distractions, on part un peu les balles pour les jeunes le samedi soir, mais c'est le seul truc qu'ils ont. Il n'y a ni cinéma, ni par rapport. Ici, la chasse, tout le monde aime la chasse. Père et fils, ils sont tous chasseurs. Parle! Parle! Ouais! Parle! Parle! Bah Marcel, c'est quoi ce boulot? On rentre, bredouille. C'est fini pour aujourd'hui. Allez Jean-Louis, mets-toi un peu devant la caméra là. J'ai pas voulu le tirer pour pas l'abîmer. Non.
J'avais peur de vous. Je pensais qu'il vous venait tout droit dessus. Ah, au début, Tu regardes le photographier là. Après, c'est défini, c'est dévié. Je pensais qu'il y allait tout droit dessus. Émile Fabre et Laurent Galtier aiment traquer la bécasse. Cet oiseau rare et difficile passe en Lozère au gré des changements de température. Comme partout, cette chasse est strictement réglementée, se limitant à quelques prises par jour et par saison. Pour autant, Émile et Laurent ne manqueraient pour rien au monde le rendez-vous avec l'oiseau de passage. Allez. 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 Va chercher là. Allez. Ben, c'est un oiseau mythique. Hein. Je crois que c'est un oiseau qui est difficile à chasser parce qu'on le chasse dans un milieu relativement couvert. Et puis c'est un oiseau qui est sauvage, voilà. Puisqu'il n'y a pas d'élevage de bécasse. Hein. Donc c'est un oiseau naturel et c'est une chasse fabuleuse, quoi, parce que la bécasse est imprévisible. C'est vrai que bon, on a beau connaître, on a beau avoir l'habitude, les chiens arrêtent, on se place, et elle sort la plupart du temps là où on l'attend le moins, quoi. C'est une qui arrive, non? Ouais. On arrive à se mélanger avec tous ces gros. Tu vois, elle arrive d'en bas. Ah ouais. Elle était en dessous là. Il n'y a plus de coq qui reste en bas. Ah ben la Fédé a fait adopter le PMA, une assemblée générale, hein, le prélèvement maximum autorisé. Ça représente 3 oiseaux par jour par chasseur, bien sûr, et 30 oiseaux pour la saison. C'est là. C'est là, Philo. Avec un carnet de prélèvement obligatoire. Et cette année, on a instauré un système de bagues. De bagues que l'on passe, que l'on détache du carnet de prélèvement et que l'on passe à la patte de la bécasse. Là, c'est pas évident à les coincer. Hein. Il y a de la place. Hein. Eh ouais. Il y a une, elle n'est plus le combat. C'est une bécasse qui se débine devant nous. Là. Elle se débine devant nous, elle a dû nous traverser le chemin. Il est plus plaisant justement de chercher un oiseau qui est très difficile que de tuer facilement une bécasse qui vient de se poser, qui est fatiguée de la nuit. C'est logique. Hein. Oui, c'est un plaisir, quoi. Mais vous voyez donc là, comme ça, le chien prend une émanation relativement de loin. C'est une bécasse qui certainement avait piété, qui s'était déplacée dans le bois. Et donc on appelle ça une bécasse légère et au moindre bruit de cloche, elle commence déjà à partir à pied et ensuite elle s'envole sans bruit, sans qu'on la voie. Donc on a eu 3-4 arrêts là, de successifs et c'est certainement la même bécasse qui devant nous se débine et qu'on n'arrivera certainement pas à attraper. Voilà. Mais bon, on sait qu'elle y est. Voilà le plaisir. Ce qui me passionne encore plus à la chasse à la bécasse, je crois que c'est le travail des chiens. Donc en fait, ce serait plus une recherche de l'acte de chasse de la part du chien, un superbe arrêt, une grande quête, quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, la finalité, tuer l'oiseau de par lui-même. Bon, c'est certes la finalité et la récompense, surtout pour le chien, mais c'est pas ce que je recherche le plus, quoi. Il y est? Non, pas moi. Donne, mon chien. Donne. C'est bien. Boy, doucement. Boy, veux-tu? Boy. Veux-tu, boy? Doucement, doucement. Good. Good. Doucement. Voilà. Bougez pas trop là.
tu la vois, tu me dis. Hein. Ouais. Hop, Bécasse, au chemin! Chemin, Bécasse! Ah non! La porte. Elle sait que dehors il n'y a plus rien. Bah. Je l'ai accroché de loin. Hein. J'étais pas tout près du tout. Alors, voilà encore une jeune. Moi, cette année, pour la première fois de ma vie, j'en suis à mon 48e permis. J'ai tué une bécasse ici, hein, sur Charpal, le 17 septembre, et c'était une jeune. C'était une jeune qui était née là, ça c'est sûr. Elle faisait 270 grammes, et c'était une jeune. Elle avait été d'ailleurs levée par un ami ramasseur de champignons, bien avant, 15 jours avant. Donc, manifestement, hein, c'était pas un oiseau de passage, hein, parce que la migration est bien plus tardive. C'était donc un oiseau dit sédentaire, hein, dont les parents s'étaient reproduits sur place. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va, ça va. Eh bien, c'est parfait. Bon, voilà, monsieur Léon Feibès, donc. Ouais. Notre homme tandem, on va l'appeler en tant. Pour chasser la grive en Lozère, on utilise la tandelle, ce piège ancestral dont quelques anciens savent encore se servir. Léon Feibès est une figure du pays qui aime raconter son histoire unique. Les grives viennent se prendre dans les tandelles parce qu'elles mangent le genièvre. Elles aiment le genièvre. Et quand elles ne trouvent pas autre chose, elles mangent le genièvre. Mais elles ne s'attrapent pas tout le temps. Et pourquoi ça vous plaît tant de continuer à monter des tandelles? Parce que ça passe le temps. Dans le temps, c'était pour intérêt. C'était quoi l'intérêt? Et l'intérêt, c'était qu'on allait les vendre à Marvejols sur le marché tous les samedis. Mais dans le temps, dans tous les villages, tous les paysans faisaient des tandelles l'hiver. Et ça faisait un rapport. Il y a beaucoup de paysans, et ça nous faisait, quand on était jeunes, d'argent de poche. C'est mon grand-père qui me l'a appris. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. On allait avec lui garder les brebis. Et il faisait des tandelles, et il m'a appris à faire des tandelles comme ça. Et j'ai continué. Mais dans toutes nos campagnes, tout le monde savait faire les tandelles. Et sur le Cos, il y a même des femmes. Combien vous en mettez dans le coin? Eh bien, parce qu'on a droit qu'à 80. D'accord. On a droit qu'à 80. Mais comme on en met à 2, on a droit à 160. Il n'y a rien dessous alors? Oh non, mais ça arrive, ça arrive qu'on en trouve des fois. Surtout quand il pleut. Hein. Pourquoi quand il pleut? Eh bien, ça détraque les bâtons là. Et où ça tasse la terre, ça remue. Quand il pleut, il en tombe. Ou quand il gèle, qui de gèle. C'est pareil. La grive, elle arrive là. Elle veut voir la graine. Elle veut manger. Et elle monte là-dessus. Et voilà. Et c'est arrivé pas souvent. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. On en attrape 3 sur la mer. Mais il faut qu'elle soit épaisse quand on en attrape 3. Mais 2, ça arrive pas chaque année. Depuis qu'on fait ça, ça nous est pas arrivé. Ouais, dites donc, c'est pas de tourpeau, hein? Ah non, ça veut faire du sport. Mais moi, à mon âge, vous savez, je souffle maintenant. Quand je monte les côtes comme ça. Mais enfin, c'est un métier qui est pas... Il ne faut pas être feignant pour faire ça.
Eh, viens voir, ici il y en a un. L'attraper. Allons-y. Viens voir comment il est. Tu vois? Tu le vois? Il n'a pas souffert. T'as vu? C'est un tour de grille. C'est les premières petites grives qui passent. Viens voir qu'ici il y en aura une autre, sûrement. Regarde, tiens, t'as vu? Comment il est? Il a claqué d'un coup. Et la grive est très bonne à tendelle. Parce qu'elle est étouffée et assommée. Tandis qu'au fusil, elle est pleine de plomb. La viande est toute machicouillée. Voilà. Mais c'est pas tous les jours, c'est ancien, des fois elle attrape quelqu'un, des fois il n'y a rien. C'est la musicienne, ça? Les musiciennes. Parce que c'est pas les rouges. Non, c'est le mauvais le plus petit. Il y a le rouge qui est... Ça, c'est la grive musicienne, donc. Hein? Elle est plus grosse que la mauvice. Ah oui, la mauvice, c'est le rouge. C'est le rouge, la mauvice. C'est ah le plus, oui, alors, le plus ça, petit de tout. C'est le premier trou qui passe ici. C'est celui qui va s'en va dans le midi. Le premier, c'est la musicienne. Là, oui, c'est la musicienne. Ah, ben, je le saurai. Et là, donc, c'est une véritable grive. C'est une des 4 variétés de grive. C'est la litorne, celle qui est la plus recherchée. Oui. Alors ici, ils la baptisent soit que noire, effectivement, parce qu'elle a que noire, ou tcha-tcha, kia-kia, parce que c'est le cri. Mais la tendelle fut menacée. Les associations écologistes entrent en guerre contre la capture des oiseaux migrateurs et décident de faire interdire cette pratique, jugée dangereuse pour la population de grives. La Fédération de chasse de Lozère saisit le Conseil d'État pour défendre ce type de chasse. C'est alors que Léon Fébès quitte pour la première fois son hameau pour monter à Paris avec Jacques Iglaise. Avec eux dans leur bagage, une tendelle et la conviction que Léon, avec ses mots, saura convaincre les juges de la Cour suprême. Ils se souviennent. Donc effectivement, nous sommes montés à Paris avec une tendelle donc, préfabriquée, on va dire, qui a été installée sur le bureau à Paris, carrément sur un bureau où Léon a parfaitement monté sur la table, tout à fait, au Conseil d'État. Et Léon, en plein Paris, a monté sa tendelle. Et inutile de dire qu'il a été fortement apprécié. C'est ce qui a aussi bien permis de faire avancer les choses. Le tout était de faire voir que cette tendelle était devenue sélective, le fait que nous ayons fait un trou dessous et des échappatoires sur le côté, autrement dit, tous les oiseaux qui étaient susceptibles de se prendre, et Dieu sait, il n'y en a jamais eu beaucoup, ont eu la possibilité de s'échapper. À partir du moment où on a pu démontrer ça, c'est ce qui a joué quand même à notre faveur. La tendelle est un piège qui ne tue pas simplement, qui devient sélective plus exactement. La tendelle donc est sélective d'une part parce qu'il y a la cale qui a le numéro du tendeur, 115 c'est le numéro du tendeur. La cale est donc positionnée comme ceci, une de chaque côté. La tuile va tomber sur ces cales et va donc déjà laisser un espace suffisamment important. Et en plus, les petits oiseaux, voyant le jour, une fois que la tuile sera tombée, voyant le jour, ils vont sortir, ils vont pouvoir s'enfuir. Et à partir de là, va rester captif que la grive qui est, elle, un petit peu plus grosse. Mais il faut dire une chose. C'est pas nous qu'on attrape les oiseaux. La tendelle, si on attrape, mettons, sur 200 tendelles, 2 ou 3 oiseaux, ben maintenant, avec ça, ils s'en tirent. Mais c'est pas nous, il ne faut pas croire à ça. Vous savez ce qui tue les oiseaux? Ah, vous ne le savez pas, les Parisiens. C'est tous les pesticides qu'ils mettent sur les fruits, tout ça, pour tuer les chenilles. Et c'est pour ça que les oiseaux, il y a presque plus d'oiseaux, ou il n'y en a pas moins. Quand ils traitent les pommiers une dizaine de fois ou 12, pourquoi dans le temps, les docteurs vous disaient, il faut manger la peau, les vitamines sont dans la peau du fruit. Pourquoi maintenant ils vous disent ne mangez pas la peau, même les pêches, enlevez la peau. Parce que toute la saleté est dessus. Les autres machins, ils vont chercher la peau. Alors c'est pour ça que... Vous finirez pas, oui, pas où. C'est le casier du jardin. Merci, merci. Prends de l'eau, je viens de la tirer. Si tu veux un glaçon, je t'en donnerai. Voilà le papier qui autorise les tendelles. Ah non, mais c'est pas ça, là, si.
Non, mais c'est pas ça. Hier après-midi, il venait d'apprendre que le Conseil d'État avait débouté les 3 associations écologiques. Leur nouvelle tentative de faire interdire les tandems, si c'est ça, Léon, pourtant autorisés par un arrêté ministériel. Donc il y avait un arrêté ministériel qui permettait, et l'attaque, donc, le recours de ces 3 associations. Et bien suite à ça, le jugement n'a eu lieu que le 18 octobre. Hein. Ouais. Non, le 18 novembre. Novembre. Non, le 18 décembre. Octobre, là, c'est cette année. Ah mais oui, cette année. Oui, le jugement n'a le résultat définitif que depuis il y a 3 jours. Mais ça, comme quoi la tandem est autorisée. C'est sur le livre. Il y en avait un qui est sur le livre des chasseurs là. Pour Jacques Iglaise, depuis plus de 30 ans, la fédération est sa 2e maison. Cette année, il part en retraite. C'est une longue vie consacrée à son pays, consacrée aux gens d'ici, de belles années où il a fallu discuter et convaincre. Que sera la chasse dans 15 ans, pour ma part, je pense que c'est difficile à le prévoir, bien qu'on va quand même toujours dans un même sens, de plus en plus de gestion, ce qui est tout à fait logique, approfondissement des connaissances que nous avons et surtout de tout ce que nous n'avons pas, et toujours la formation des jeunes chasseurs. Il est bien évident que pour arriver à résoudre ces problèmes, disons, eh bien, ça passe par l'information, mais aussi par un côté, on va dire, un petit peu une surcharge de papier, de secrétariat pour tout chasseur, même de base. Actuellement, le moindre chasseur a déjà un carnet, nous avons un carnet de chasse en équipe au sanglier, nous avons un carnet pour le prélèvement de la bécasse, le PMA, nous avons un carnet qui est pour toute espèce, disons. Donc de plus en plus, ça va être une chasse moderne, une chasse gestion et non plus une chasse cueillette, comme nous avions l'habitude à l'époque. Et ça devient lourd, effectivement. Moi, je reconnais que ça devient de plus en plus lourd. Mais il faut savoir qu'il faudra payer ce prix-là, à mon sens, pour pouvoir continuer à chasser, et ne serait-ce que pour faire opposition, pardon franchement, à nos détracteurs, qui ne sont pas à court d'avancer des arguments, même sinon pas toujours les solutions. Tu veux que je mette un des tiens ou alors je fais autrement. De moins en moins de jeunes passent leur dimanche à traquer le sanglier. La gestion du patrimoine cynégétique, le nombre de documents à remplir alourdissent la chasse. Aujourd'hui, pour que ce loisir redevienne populaire, il lui faut trouver de nouvelles voies. La chasse à l'arc est une des solutions pour séduire la jeune génération en quête de nouvelles sensations. Olivier Ribaud a choisi cette nouvelle forme de traque. C'est des lames comme ça, des lames rasoirs quoi. C'est des lames d'entraînement ça. Mais c'est une arme silencieuse. Je suis d'abord chasseur. J'ai chassé beaucoup à la carabine, je chasse encore à la carabine. Et à un moment donné, j'ai eu envie de découvrir un mode de chasse plus primitif, qui abolisse un peu la supériorité technologique de l'homme. Aussi quelque chose qui perturbe un peu moins la nature, tout en silence, en silence. Et puis bon, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre un peu de l'enfance, quoi. C'est-à-dire bon, l'arc c'est lié aux Indiens, aux guerres de 100 ans. C'est un vieux mode, une vieille arme qui a sa séduction propre. Je chasse avec ce type d'arc qui est un lombo, qui est l'arc le plus simple qui existe, hein, le moins perfectionné, sans doute le plus ancien. Et c'est l'arc avec lequel, personnellement, je prends le plus de plaisir. Parce que je crois qu'il y a cette dimension-là aussi, il ne faut pas occulter. C'est vraiment la dimension de plaisir. Parce que, bon, chasser à l'arc, c'est difficile, on a beaucoup de désillusions au départ. Et puis petit à petit, on commence à avoir du succès, à réussir. Bon, il faut toujours se remettre en question. Mais ce qui compense tout ça, c'est l'extraordinaire plaisir qu'il y a à chasser avec ce type d'arme. Très simple, très légère, très ancestrale. Et puis bon, elle a quand même fait ses preuves, quoi, parce qu'elle a permis à l'homme de survivre pendant des millénaires. Quoi. Qu'est-ce qui te plaît tant dans la chasse ici, dans ces montagnes? Ah, c'est quand même
c'est une chasse en liberté quand même. On est peu nombreux. Bon, le territoire est vaste, il n'y a rien d'organisé trop en termes de quadrillage du terrain. Donc ça reste, c'est quand même très sauvage. Il y a beaucoup de liberté. Et puis bon, c'est quand même très difficile. Comme tu le vois, le gibier a sa chance. Hein, il peut se défendre. J'aime bien aussi la dimension de l'effort physique, quoi, de la course après le gibier. Voilà, quoi, tu arrives, tu es moulu par les éléments quand tu arrives chez toi. Je sais pas, c'est un peu comme le surfeur dans la vague, quoi. C'est un peu la même impression, quoi. C'est un peu un corps à corps quand même, avec les éléments. Là quand même, mon collègue. Il est cuit. Tranquille, c'est possible, ça. Voilà. Alors, je crois que il faut être mesuré là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas en termes de gestion du cheptel, notamment du sanglier, des dégâts. Bon, c'est pas l'avenir en ce sens que on ne pourrait pas réguler une population de grand gibier rien qu'avec l'arc. Hein. C'est très clair. Par contre, je crois que comme complément et comme approfondissement de l'acte de chasser, de ce que ça signifie, tuer un animal dans son milieu naturel, je crois que ça, c'est l'avenir d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est là où se révèle à la fois toute la difficulté et la noblesse de la chasse. Ah, tu me tiens comme ça? C'est une activité qui, dans les 10, 15, 20 ans à venir, va être quand même en perte de vitesse, hein, puisque quand on voit l'âge moyen de beaucoup de battus de sanglier, c'est un âge quand même assez avancé, enfin en tout cas assez vénérable. Voilà, donc il faut aussi proposer des modes de chasse nouveaux qui viennent en complément, enrichir un patrimoine déjà important, quoi. La chasse en Lozère a de beaux jours devant elle, c'est certain. Le biotope a changé radicalement, transformant des vallons et des collines arides en de magnifiques forêts de feuilles et de résineux. C'est grâce aux chasseurs que le grand gibier a trouvé une nature exceptionnelle pour son développement.
L'explosion démographique du grand gibier oblige tous les acteurs de la chasse à appliquer une gestion rigoureuse pour réguler cette population. En Lozère plus encore, car le nombre de chasseurs ne cesse de décroître et l'espace est toujours aussi vaste. La chasse des dimanches ordinaires reste ancrée dans le paysage. Elle devra rester fidèle à ses principes de convivialité pour que la pratique se perpétue. Voilà.